Bonjour, on voit les gens sont en train de se joindre à la session. C'est notre dernière journée de webinaire. Ça va commencer dans quelques minutes, mais en attendant, je vous invite tout le monde là, à nous écrire dans la boîte de chat. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous nous regardez, quel organisme vous représentez. Est-ce qu'on a une belle représentation de la francophonie canadienne aujourd'hui? On va voir dans le chat qui est là avec nous aujourd'hui. On va voir si le chat fonctionne. Allez écrire un petit quelque chose, un petit bonjour dans le clavardage là, pour s'assurer que tout fonctionne bien pour notre webinaire. Bonjour Sandra, bienvenue. Excellent. Des gens d'Ottawa, du Manitoba, excellent. Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, des gens d'un peu partout, c'est le fun de voir. En Ontario aussi, Céline du Nouveau-Brunswick. On va débuter sous peu. Alors, bonjour et bienvenue à cette dernière série de webinaires de l'événement Plein feu sur les projets présenté par l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Je suis Nathalie Bourgoin de l'équipe M et j'aimerais souligner que je vous parle depuis le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee, Atawan-Daron et Wendat. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada. Étant donné que nous sommes toutes et tous à des endroits différents aujourd'hui, comme on a pu voir dans le chat, je vous invite à prendre quelques instants pour reconnaître que tous les jours, nous vivons, travaillons et créons sur les territoires traditionnels et sur les terres natales des Premières Nations, des peuples inuits et métis. Plein feu sur les projets est un espace de rassemblement et une occasion de mettre en lumière les initiatives qui, grâce au financement obtenu par la CEFC dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, Investir dans notre avenir, concentrent leurs efforts sur la formation comme stratégie principale du recrutement et du maintien en poste d'un personnel en petite enfance qualifié dans les communautés francophones en situation minoritaire. Les présentations auxquelles vous avez déjà peut-être assisté au cours des 2 dernières semaines et celles d'aujourd'hui sont rendues possibles grâce à l'appui du gouvernement du Canada, mais aussi à la collaboration des partenaires nationaux de l'ACUFC dans le dossier de la petite enfance, la Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada et la Société Santé en français. Restez avec nous jusqu'à la dernière séance aujourd'hui pour découvrir les retombées de 9 initiatives importantes. À la fin de cette journée, vous recevrez un lien dans la boîte de clavardage pour remplir un sondage de satisfaction. Votre rétroaction compte pour le déploiement de nouvelles initiatives. Alors, merci beaucoup de prendre quelques minutes de votre temps. Mais pour l'instant, débutons la première séance de 3 qui s'intitule Plein feu sur des réseaux pan-canadiens de formatrices et de formateurs en construction identitaire et en accueil et accompagnement des parents. Au cours de cette séance, vous découvrirez les présentations des initiatives de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick et aussi de la Commission nationale des parents francophones. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois aujourd'hui, voici le déroulement des séances.
À la suite de chaque présentation, je vais échanger brièvement là, avec les porteurs et porteuses de projets. Et à la fin de toutes les présentations, je vais les inviter à nouveau à se joindre à moi pour une discussion de groupe sur la thématique de cette séance. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir poser des questions par l'entremise de la boîte questions-réponses. Bien, alors, c'est ça. Nous commençons tout de suite avec la première présentation. C'est celle de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Bonjour, je me nomme Chantal Varin, je suis la directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Alors, grand projet de formation sur l'accueil et l'accompagnement des parents en contexte minoritaire. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé sur 3 années en deux phases. Donc, notre première année, une formation en accueil et accompagnement du personnel éducateur et des directions, construire ensemble la qualité des services éducatifs à la petite enfance, puis valoriser le rôle au cœur de leur communauté. Et puis, dans la dernière année, solidifier nos compétences en accueil et accompagnement du parent en contexte minoritaire. Alors, allons découvrir ce beau projet. C'est un projet de mobilisation des connaissances, de grande collaboration avec l'ensemble du pays qui visait l'amélioration des pratiques en accueil et accompagnement du parent en contexte minoritaire. Donc, on sait déjà qu'en petite enfance, pour accompagner l'enfant, on doit d'abord accueillir et accompagner ses parents, puis sa famille. Alors, en milieu minoritaire, ce facteur-là est d'autant plus important compte tenu de l'impact du choix qu'ont les parents en matière de choix de la langue d'éducation, de son rôle potentiel dans la qualité des services francophones et puis bien sûr la vitalité de sa communauté. Alors, à quel besoin on a voulu répondre dans le cadre de ce projet-là? Bien sûr, il y avait une question d'améliorer le sentiment de compétence du personnel éducateur dans la qualité de leur pratique en matière d'accueil et d'accompagnement du parent. On a aussi voulu valoriser le rôle professionnel en contexte minoritaire, les rejoindre davantage, y compris dans les programmes de formation initiale, assurer la continuité des pratiques en accueil et accompagnement du parent, élargir puis faciliter la diffusion de l'approche développée par l'AFPNB et puis renforcer la capacité des associations des parents francophones au Canada dans la livraison de la formation et puis dans tout ce qui touchait la documentation et l'analyse de l'évolution des services éducatifs à la petite enfance. Alors, les principales étapes de la phase 1, il y a eu le déploiement d'une formation de base en accueil et accompagnement du parent, et puis elle s'est faite et en format web et en format de salle, en face à face. On a co-construit et puis déployé une formation de niveau 2 en accueil et accompagnement. On a formé des formateurs partout au Canada, puis on a mis sur pied une communauté de pratique pan-canadienne de formateurs et formatrices. Dans la deuxième phase du projet, là, on a fait une révision puis une adaptation des formations en AAP pour les leaders de qualité des services de garde éducatifs. On a développé une trousse d'outils conçue pour la formation initiale en petite enfance. On a formé des formateurs encore là partout au pays pour cette formation-là. Puis, on a vraiment fait des transferts d'approche des contenus web développés par l'AFPNB. Alors, l'idée, ça a été vraiment de solidifier un espace collaboratif pan-canadien de gestion des savoirs en soutien à la planification stratégique et à la qualité des formations destinées au personnel éducateur en contexte minoritaire. Des grands partenariats, nos principaux partenaires, la Commission nationale des parents francophones, l'Association et les fédérations de parents de partout au Canada, la CELF, l'Association canadienne d'éducation de langue française, et les collèges communautaires. Donc,
tous ensemble, vraiment, dans l'accomplissement et les réussites là, qui ont amené la force de ce partenariat-là dans une mobilisation. Donc, on a mis en place un comité de suivi qui réunissait les provinces et puis les partenaires nationaux. On a établi un mode de travail collaboratif solide et puis, bien sûr, une constance dans l'accompagnement puis la qualité des communications. Je pense que c'est vraiment une des clés aussi, là, tous les suivis qui ont été faits dans le parcours. Les défis, les enjeux qu'on a rencontrés, bien sûr, comme la plupart d'entre vous, sans doute, la pandémie, donc former des formateurs en présentiel dans un même lieu, c'est devenu un peu compliqué. La capacité des associations dans l'offre de la formation dans leurs provinces respectives, puis bien sûr le bouleversement du calendrier de réalisation. On a eu des mobilisations inattendues des associations partenaires, puis un projet collectif avec une grande portée et à court échéance. Donc, comment on a surmonté tout ça? On a assuré un leadership positif dans la création d'un espace de collaboration qui a fait preuve de flexibilité. On a combiné nos forces puis nos ressources de 2 projets pour aller plus loin. On a fait de la formation de formateurs une véritable occasion de renforcement des capacités. Puis, on a mobilisé les participantes et les participants, les partenaires et notre organisation dans un projet d'apprentissage collectif. Les principaux impacts puis avantages qu'on en a retirés, un réel renforcement des capacités avec des formateurs formés en accueil et accompagnement qui sont maintenant en mesure d'accompagner le personnel éducateur francophone de leur communauté. Un projet qui s'ajuste et puis qui demeure flexible pour mieux répondre aux besoins des provinces en matière de formation. Des approches puis des modèles qui sont réinvestis pour améliorer la qualité des activités de développement professionnel, des savoirs qu'on a formalisés, qu'on construit puis qu'on partage pour améliorer nos pratiques en AAP et nos formations ou de l'accompagnement, puis des effets clairs et positifs sur le personnel éducateur, pas uniquement sur les pratiques de AAP. Nos bons coups dans tout ça, et puis les apprentissages qu'on a faits, on a réalisé qu'il ne fallait jamais gaspiller une bonne crise pour avancer. La formation web est là pour rester et c'est tant mieux. On avait beaucoup d'hésitation avec nos approches d'aller là. Il faut vivre une formation avant de penser la déployer. La documentation et le suivi sont des clés importantes pour co-construire ensemble. Et puis, ensemble, on est tellement plus riche et on va vraiment plus loin. Donc, de notre côté, ça nous a vraiment amené plus loin dans notre enrichissement puis le développement de notre compréhension de l'accueil et de l'accompagnement du parent. Les retombées pour nos communautés francophones, bien sûr, un sentiment d'appartenance plus vif à la francophonie canadienne et des employés des associations de parents et du personnel formateur. Un accès à des contenus de formation pan-canadiens qui sont solides puis bien adaptés aux différents contextes de nos communautés francophones en situation minoritaire. La valorisation du rôle professionnel du personnel éducateur auprès de l'enfant et de sa famille, et puis la mise sur pied d'une communauté pan-canadienne de formateurs qui est vraiment dédiée au développement professionnel des intervenants en petite enfance. Alors, on a quand même diffusé dans 8 provinces, plus de 400 personnes ont été formées à travers ces formations d'accueil et d'accompagnement du parent, puis l'aventure se continue. Alors, je vous remercie et puis au plaisir de répondre à vos questions. Donc, une très belle présentation. J'inviterai maintenant Mme Varin à se joindre à moi. Bonjour, Madame Varin. Bonjour. Bravo là, pour cette belle initiative sur l'accueil et l'accompagnement du parent en contexte minoritaire. C'est tellement
essentiel là, pour que l'enfant puisse vivre sa francophonie. Donc, plus que 400 personnes formées en accueil et accompagnement du parent, c'est vraiment impressionnant. Alors, bravo. Merci, merci. Vraiment, ça a été un bonheur. Oui, oui. On a des petites questions pour vous. Alors, quel est l'impact de l'implication des parents dans la création d'une formation qui les concerne? Ben, on sait hein, que pour accueillir l'enfant dans nos services de garde, il faut d'abord accueillir, accompagner son parent. Fait que ça a certainement un impact majeur. On a aussi pris le temps de voir quelles étaient nos intentions avec ces formations-là. Puis on s'est dit, bon, on veut que les parents se connaissent, on veut qu'ils puissent échanger de l'information entre eux, qu'ils puissent s'entraider, s'appuyer. Euh, alors, ça a certainement contribué parce que, vous savez, on parle souvent du triangle de la relation éducative en petite enfance. Puis, on a vu que les éducatrices, le triangle leur permet de réfléchir sur les interactions puis les responsabilités qu'elles portent au-delà de la relation strictement éducative, mais bien sur la portée plus large de leur rôle en contexte minoritaire. Donc, elles ont de cette façon, euh, euh, elles sont sorties de la boîte, en fait, et puis elles ont réfléchi à leur interaction, même avec les partenaires communautaires autour d'elles. Donc, on a vraiment élargi les horizons, ce qui fait que les parents se sentent aussi, parce que si on connaît mieux l'environnement dans lequel on vit, puis les organisations qui nous entourent, puis qui contribuent à la famille, ben, on est en mesure aussi de diriger vers les parents, vers ces services-là disponibles en français dans nos milieux. Hmm, excellent. Puis est-ce que vous pouvez nous en donner nous partager des exemples là, de pratiques d'accompagnement de parents anglophones ou allophones? Au niveau des pratiques de parents anglophones, allophones, on a entendu toutes sortes d'histoires, donc c'est vraiment intéressant. Malgré le fait qu'on veut garder notre milieu francophone, on veut préserver ça, mais on va quand même prendre le temps aussi d'expliquer à ce parent anglophone, par exemple, de couple exogame ou ce parent qui nous vient d'ailleurs, euh, la mission puis le rôle qu'on veut se donner. Alors, pourquoi on va vouloir communiquer en français à l'intérieur de notre infrastructure, je vais l'appeler comme ça, de Oui. notre milieu? Mais on a vu, par exemple, il y a des directrices qui ont dit, ben, quand on a voulu communiquer des messages, soit on a établi des relations entre les parents eux-mêmes, donc Hmm, on se fait une liste de ben, qui peut échanger en anglais peut-être avec un parent qui a besoin d'être oui. appuyé s'il ne comprend pas le message qui est envoyé. Ou il y a des directions qui ont mis juste une petite phrase en haut en anglais en disant ben, si jamais vous ne comprenez pas ce message-là, n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'explications. Donc, il y a différentes pratiques comme ça. Puis en même temps, ben, on a vu qu'il y en a qui se sont inspirés d'autres puis qui ont dit ben, sais-tu, ce parent-là, il comprend le français. Alors pourquoi je vais lui parler en anglais quand je sais qu'il comprend le français? Hmm, Donc, je vais moi-même changer ma pratique pour lui permettre de lui donner un espace sécuritaire où est-ce qu'il peut sentir qu'il peut pratiquer son français c'est avec ça, c'est moi. essayer. Oui, fait que des fois, c'est juste de commencer avec hein, des bonjours, comment ça va? Oui. Tu sais, on commence comme ça, puis on permet ces espaces d'échange, puis d'agrandir nos espaces. Ben, excellent. Ben, merci beaucoup de votre participation. Nous allons vous retrouver là, à la conclusion de la séance. On va discuter encore. Parfait, merci. Merci. Regardons maintenant la prochaine présentation qui est celle de la Commission nationale des parents francophones. Bonjour, mon nom est Richard Vaillancourt, je suis agent de programme à la Commission nationale des parents francophones. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous parler d'un projet pan-canadien intitulé La francosphère de la petite enfance. C'est une offre de formation et d'outillage en construction identitaire. Ce projet a été réalisé par la CNPF en collaboration avec l'Association canadienne d'éducation de langue française, la CELF, et une douzaine de partenaires provinciaux et territoriaux. D'entrée de jeu, on a pensé vous partager quelques résultats en chiffres.
On voulait vous donner finalement une idée de l'envergure du projet pan-canadien qui s'est échelonné finalement sur 3 ans et 2 phases. Donc, au final, c'est 11 équipes provinciales et territoriales d'une 50aine de formateurs champions et communautaires. C'est près de 150 moments de formation qui ont été offerts. C'est 3800 professionnels en petite enfance francophone qui ont profité des formations. C'est une quarantaine d'outils. Ce sont des professionnels qui ont été satisfaits de ce qui a été offert. Et c'est un rayonnement des connaissances auprès d'un réseau potentiel de plus de 5000 professionnels à la petite enfance francophone. C'est connu, les services à la petite enfance en français sont essentiels à la vitalité des communautés francophones en milieu minoritaire. Ces services ont une mission particulière, soit celle de construire l'identité francophone des enfants de pair avec les familles en route vers l'école de langue française. Bien, ce projet-là, il est né d'un besoin d'accompagner les professionnels sur le terrain. On voulait que des formations et des outils soient accessibles localement. Le moyen qu'on a privilégié, c'est celui de miser sur des équipes de formateurs champions et communautaires au sein des associations provinciales et territoriales œuvrant directement en petite enfance francophone. On voulait aussi créer des opportunités de réseautage. Donc, je vais revenir un peu plus tard sur les thèmes de la formation, mais avant tout, c'est important de vous dire ceci pour bien comprendre l'offre de formation et d'outillage dans le cadre du projet. Donc, cette offre-là, ce n'est pas un programme préétabli avec certaines obligations. Donc, il n'y a pas d'obligation d'aborder les 4 volets. C'est plutôt flexible et ça permet finalement de décider des contenus à offrir dans chacun des milieux. Il n'y a pas d'obligation non plus de passer les 4 volets dans un ordre précis. C'est plutôt de choisir l'ordre dans lequel aborder les thèmes selon les besoins. Il n'y a pas d'obligation non plus de livrer exactement les contenus qui sont proposés. C'est plutôt l'idée d'ajouter, d'adapter, tout en insérant des exemples et des réalités de chacun des milieux, et aussi de faire des liens avec les programmes éducatifs qu'on retrouve en français dans les provinces et les territoires. Il n'y a pas d'obligation non plus d'offrir la formation d'une seule façon. C'était plutôt d'utiliser des contextes de formation qui étaient déjà existants ou à créer. Donc, ça pouvait prendre l'allure d'un atelier mensuel, d'un congrès annuel, d'une journée de ressourcement professionnel, d'une rencontre d'équipe et autres. Donc, voici le premier schéma de conception de la formation. Il semble un peu théorique, mais je voulais vous le montrer pour finalement faire connaître l'évolution de la réflexion et faire ressortir finalement des composantes essentielles sur lesquelles l'offre de formation et d'outillage a reposé. Donc, après tout, on ne partait pas de zéro. On voulait demeurer cohérent avec les encadrements qui sont déjà réfléchis en construction identitaire. Et voici les points qui sont importants, qui nous ont inspirés au départ. Donc, on voulait naturellement se reposer sur l'encadrement des 8 principes directeurs d'une intervention en construction identitaire qui nous viennent de la SELF pour assurer une cohérence dans le continuum d'éducation, autant à la petite enfance qu'au scolaire. Ensuite, on a identifié 4 aspects pour décliner la formation. Ces 4 aspects-là reviennent continuellement. Donc, il y a toujours la perspective des professionnels. Il y a également le milieu de vie qui a été offert aux enfants, les liens avec les parents, les familles et aussi toujours la place stratégique du service de petite enfance francophone au sein de la communauté. Donc, en tout, il y a 5 volets. Il y a un volet qui s'adresse aux formateurs. Il y a également 4 autres volets qui s'adressent aux professionnels de la petite enfance. Donc, il y en a un qui porte sur le mandat et la raison d'être des services d'éducation à la petite enfance en français. Il y a la notion de passeur culturel, la question du rapport positif au français et également l'accueil et l'accompagnement du parent qui a fait le fruit finalement d'un arrimage en partenariat avec l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Donc, au niveau de la mise en œuvre, vous voyez que le schéma de tantôt que je vous ai présenté a évolué et a gagné en simplicité. Donc, on voulait être capable de présenter le projet et que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, on a représenté la phase 1 du projet à l'aide d'une maison qui était finalement en construction. Donc, au point 1, on a le plan d'architecte. Donc, déjà là, nous, au départ, il fallait penser la formation. Au numéro 2, on a coulé la fondation. Donc, ce sont nos 8 principes directeurs dont je vous parlais tout à l'heure. On a également, au numéro 3, monter les murs. Donc, ce sont nos 4 aspects qui reviennent, l'intervenant, l'enfant, le parent, la communauté.
Le toit, ben, c'est finalement notre infrastructure web qui a hébergé l'offre de formation et d'outillage. Les pièces dans la maison, ben, finalement, on peut les comparer à nos 5 volets de formation. Et l'organisation des pièces, finalement, a été le contenu à l'intérieur de ces volets de formation. Et au numéro 7, ben, on parle de finition et d'accueil des visiteurs dans notre maison. Ben, il faut adapter la formation et naturellement inviter les participants à en bénéficier. Et enfin, 8, ben, l'aspect du réseautage est important. Donc, on a comparé ça un peu à des quartiers au niveau national qui se réseautaient entre eux. Et la clé vraiment je dirais, qui a guidé nos collaborations et nos actions dans ce projet-là, ça a été d'utiliser l'approche intermédiaire. Donc, l'approche intermédiaire, avant tout, c'est qu'on veut solliciter la contribution de l'expertise locale. On veut aussi offrir des possibilités de souplesse et de flexibilité, finalement, pour permettre aux gens d'envisager des solutions innovantes je dirais, dans le déploiement du projet sur le terrain. Donc, on veut vraiment faire appel aux forces de chacun des milieux. On veut également alimenter la synergie entre nous. Donc, ça a été un rôle qu'on a joué comme organismes nationaux. Et également, ben, on veut arrimer nos initiatives à tous les partenariats potentiels en cours de projet. Puis le projet, bien, il a continué à évoluer avec une phase 2. Donc ça, c'était la 3e année du projet. Et on a porté une attention particulière à la valorisation de la profession et des professionnels à la petite enfance francophone. Donc, on pense que la valorisation de la profession, justement, d'éducateurs et d'éducatrices, ça passe par la reconnaissance de l'expertise unique qu'on doit développer au niveau de la construction identitaire en lien avec le mandat de nos services à la petite enfance. Donc, on a voulu représenter la phase 2, cette fois-ci pas au moyen d'une maison, mais avec un arbre. Donc, vous retrouvez essentiellement les mêmes principes. Donc, les racines sont nos 8 principes. Le tronc, c'est l'offre de formation et d'outillage. La sève, ce sont nos 4 aspects qu'on a couverts tout à l'heure. Dans l'arbre aussi, on retrouve la boîte à outils collective qui est née au fur et à mesure du projet. On a les thèmes de la formation, les partenaires provinciaux et territoriaux. On a également identifié les bourgeons dans l'arbre qui sont nos étudiants et nos étudiantes au niveau de la petite enfance francophone. Nos feuilles sont nos professionnels qui travaillent présentement dans les services. Et pour cette phase 2, je vous parlais d'une perspective unique, bien, l'arrosoir, finalement, c'est la dose d'engrais et de vitamines de valorisation des professionnels et de l'expertise qu'ils apportent dans nos milieux. Donc, au niveau des défis, on sait qu'on a un secteur de la petite enfance qui est fragilisé par une pénurie d'intervenants à la petite enfance, puis on se rend compte que les professionnels en petite enfance visés par l'offre de formation étaient à certains moments à bout de souffle. Donc, ce qu'on a voulu faire vraiment, c'est que par le biais de l'approche intermédiaire, on a voulu être à l'écoute des gens et on a voulu aussi leur offrir des occasions de réseautage pan-canadien pour regagner ce niveau d'énergie-là, et on le voyait pendant ces rencontres. L'autre défi, c'est comment on parle de construction identitaire. On sait que c'est une notion qui peut paraître complexe, mais elle est essentielle. Donc, on a vraiment reposé finalement sur les 8 principes directeurs pour se donner un vocabulaire commun. Et également, on s'en est servi pour développer vraiment le comment faire, donc développer le réflexe d'intentionnalité pour faire vivre des activités en construction identitaire. Et aussi, tout à coup, on avait le défi que la formation est à la hausse un peu partout. Donc, on voyait une offre de formation qui était diversifiée, exponentielle, complémentaire. On visait la même clientèle au même moment. Donc, comme solution, on s'est ajusté, puis on a créé des arrimages stratégiques avec nos partenaires. Ensuite, bien naturellement, il fallait continuer la formation de formateurs champions. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a développé une stratégie pour nous permettre finalement d'embarquer des gens en cours de projet et ça a très bien fonctionné. Puis ensuite, bien, l'absence de financement à la fin du projet, on sait que ça a certainement un impact sur le momentum qu'on a pu avoir au cours de ces 3 années-là et la capacité également de conserver l'expertise qu'on a développée. Donc, on espère la CNPF et la CELF ont continué à travailler, à réfléchir sur des façons de réinvestir les contenus, les outils et les expertises. Et les gens nous ont dit à la fin du projet à quel point c'était important qu'on continue la formation en construction identitaire.
Comme dernière partie de notre présentation, ben, on voulait vous partager finalement quelques témoignages sur les impacts et les retombées. On sait à quel point ça peut être puissant quand ce sont des gens qui nous le partagent. Donc, on vous laisse parcourir les citations, on en nomme quelques-unes. Donc, on parle de l'importance de prendre le temps de s'approprier la construction identitaire. On parle de l'importance de consolider nos connaissances et on parle de cette passion. On parle de l'approche intermédiaire qui est importante pour amener cette flexibilité-là pour maximiser nos résultats. On parle naturellement de la notion de passeur culturel, de modèle francophone comme professionnel à la petite enfance et de l'esprit d'équipe et du sentiment d'appartenance à sa profession, à son service de garde, à sa communauté. Dans cette diapo suivante, on y parle de la confiance d'exprimer son identité francophone, du partage d'expériences et le goût de créer des liens entre nous, de voir qu'il y a encore beaucoup de potentiel, des choses à faire, qu'on a le désir de continuer et de voir aussi à quel point il y a le côté positif du français et la perspective d'avenir de ce français. Donc, enfin, de créer des environnements, des contextes, des conditions à rassembler pour mener à un sentiment d'appartenance et de fierté. Donc, en terminant, on voudrait dire un grand merci à tous les professionnels qui sont passionnés par la francophonie. Vous êtes vraiment inspirants et vous faites toute une différence dans la vie des enfants, des familles et de nos communautés au quotidien. Grand merci. Bien, parfait. Une autre belle présentation. J'inviterai M. Vaillancourt à se joindre à moi. Bonjour, Monsieur Vaillancourt. Bonjour. Merci beaucoup là, pour la mise en place d'un tel réseau de formation et d'outillage en construction identitaire. Les résultats qu'on voit là, parlent d'eux-mêmes, alors bravo. Merci. C'est une collaboration exceptionnelle avec des gens passionnés là, dans toutes nos communautés. Excellent. Et puis, au niveau de la communication entre les partenaires, quelles sont les stratégies qui favorisent l'implication des membres et de leur sentiment d'appartenance au réseau? Je pense qu'à la base, pour nous, ça a été entre les deux partenaires nationaux du projet, d'abord de reconnaître cette expertise-là spécifique qu'on a, puis qui était complémentaire. Donc, petite enfance, construction identitaire, on est allé chercher finalement les bons réseaux pour pouvoir mettre en place ce projet. Et je pense que, j'en ai parlé un petit peu là, dans la vidéo de l'approche intermédiaire, je pense qu'il faut le redire. Je pense que l'idée d'avoir une flexibilité dans le développement et la mise en œuvre et le déploiement des projets dans les différentes localités. Oui, on a le même objectif collectif, mais la façon de s'y rendre, elle peut innover, elle peut être différente. En bout de ligne, on pense que ce sont les gens qui sont dans chacun des milieux qui connaissent le mieux la façon dont on peut déployer ces projets de formation et ces ressources. Naturellement, ben, l'écoute a été clé, je pense, dans ce projet-là. On a vécu plein de choses dans ce 3 ans. Donc, le fait de se supporter, de s'appuyer aussi ensemble comme réseau, ça a été essentiel. Je pense aussi l'idée de bâtir ce sentiment aussi de confiance, donc le lien de confiance entre nous, de se poser les bonnes questions, d'aller dans des zones des fois un peu plus sensibles, mais de pouvoir justement répondre aux enjeux et aux défis. Je pense que ça a été clé. La synergie aussi entre nous. Je pense que du point de vue de l'accompagnement des milieux, mais aussi le partage qu'on a pu avoir ensemble comme réseau, ça a été instrumental. Puis aussi le fait de rassembler des gens qui s'intéressent à la construction identitaire ensemble dans un même réseau et de se retrouver avec des gens qui vivent les mêmes choses et qui se posent les mêmes questions. Je pense que ça a été extrêmement, en tout cas, pertinent dans la mise en œuvre de ce projet-là. Et la richesse du collectif, ben, on ne le dira jamais assez. Je pense que plus on est de personnes autour de la table qui se posent des questions et qui mettent en œuvre des interventions, plus on grandit dans tout ça. Donc, voilà. Ouais. Justement, ça fait des partages riches, hein? Certainement. Et puis, vous avez parlé aussi, là, vous avez parlé de réinvestissement de contenu. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la forme que ça pourrait prendre? Oui, bien, disons qu'à ce point-ci, on est ouvert à toute possibilité. Donc, autant au niveau des partenariats, au niveau de l'arrimage, on l'a été en cours de projet, autant que là, on se pose plein de questions sur comment on va continuer justement
à rendre disponible justement ce qui a été produit dans le cadre de ce projet-là. Donc, naturellement aussi, mais la construction identitaire, c'est continu, ça fait partie du mandat et de la raison d'être de nos services de petite enfance francophones. Donc, ça se poursuit dans tout ce qu'on fait. Donc, on se pose des questions par rapport à l'accès des ressources qui ont été développées et du matériel d'animation. Comment on peut continuer aussi à bonifier ce qu'on a produit dans le cadre du projet pour, je dirais, être toujours actuel dans les contenus et dans les ressources. Peut-être aussi que ça mènera à d'autres ressources éventuellement. Donc, toute cette base de connaissances-là qu'on a acquis Oui. ensemble pourra peut-être nous amener comme tremplin vers d'autres choses. Naturellement aussi, je pense que c'est toujours d'être à l'affût des arrimages stratégiques. Il y a plein de belles initiatives qui sont mises en place dans les communautés. Donc, des fois, de jumeler une expertise à une autre, de ne pas recommencer à zéro, c'est très important. Puis, naturellement, ben, la question de l'accompagnement, je pense qu'il faut se donner les moyens de continuer à nourrir le réseau et à s'entraider l'un et l'autre. Oui. Alors, notre autre présentatrice aujourd'hui a des petits pépins de technologie, mais on continue quand même. On a d'autres questions pour vous, le monsieur D'accord. Vaillancourt. Puis on va demander aux gens là, dans la salle si vous avez des questions. Il y a encore la boîte là, questions-réponses, s'il y a des petites choses que vous voulez qu'on demande. Oh, voilà Madame Vérin qui nous revient. Parfait, excellent. Alors, c'est ça, on vient de voir là, deux belles initiatives en petite enfance sous cette première thématique de la journée. Alors, pour Madame Varin aussi, là, si vous avez des questions, il y a le question-réponse qu'on va regarder. Mais aussi, là, on aimerait ça savoir dans quelle mesure les thématiques abordées dans vos formations répondent à des besoins qu'ont en commun les communautés francophones en situation minoritaire. Vous pouvez, est-ce que quelqu'un qui aimerait prendre la parole en premier? Je peux me lancer, Vas-y, Chantal. Richard. La Commission nationale a réfléchi il y a bien des années de cela à l'accueil et l'accompagnement du parent. Mais on était encore dans quelque chose d'assez conceptuel comme réflexion. Il y avait peu de recherches sur le sujet, mais de plus en plus, on en discutait autour des tables. Alors, l'AFPNB a décidé de mettre vraiment l'accueil et l'accompagnement du parent au cœur de sa mission, puis de partir du concept, puis de le descendre à quelque chose de terrain pour le secteur, mais pour aussi son organisation comme association de parents. Puis, c'est à partir de là qu'on a développé des outils, des formations, des ateliers autour de ce sujet-là, une approche organisationnelle, puis une approche aussi pour le secteur des garderies. Puis, on était vraiment interpellés. Je commençais à être interpellée dans différentes provinces canadiennes pour venir former des directions et des éducatrices éducateurs en garderie. Alors, on s'est dit à un moment donné, ben là, c'est pas possible que je me déplace toujours comme ça. On veut renforcer la capacité de nos communautés. L'ouverture de la CUFC à un projet comme le nôtre a permis vraiment de contribuer au développement de formateurs partout au pays, ce qui fait que, et on continue hein, avec des communautés de pratique à s'enrichir l'un l'autre dans nos approches. On voit M. Vaillancourt là, qui hoche la tête. Là, vous êtes d'accord? Oui. Avez-vous des points à ajouter là-dessus? Oui, certainement. Puis je pense que c'est toujours d'être à l'écoute de nos communautés. Nous, dès le départ, on a voulu que la formation réponde aux besoins des gens sur le terrain. Donc, c'est pour ça que les quatre volets, finalement, émergeaient de ce qu'on avait entendu au sein du réseau. Je vous donne un exemple. Naturellement, bien, on a créé cet arrimage-là au niveau de l'accueil et accompagnement des parents avec l'AFPNB, mais il reste que dans d'autres volets, par exemple, il y a un besoin très grand qui est sorti au niveau de recommencer, bien, continuellement parler du mandat et de la raison d'être de nos services de petite enfance francophones. Donc, revenir au pourquoi on est là dans nos communautés, puis de ne pas prendre pour acquis que
tout le monde connaît et peut pleinement mettre en œuvre ce mandat-là, surtout quand on est peut-être nouveau dans le domaine, peut-être nouvellement arrivé dans un service de garde en éducation francophone. Donc, l'idée de revenir continuellement puis de se pousser aussi parce que à chaque fois qu'on en parle, on va plus loin. Ça nous permet toujours de cheminer. Donc, je pense que toujours l'idée aussi de valider ce qu'on fait, je pense que ça amène les gens à dire oui, je fais beaucoup de choses, puis ce que je fais, ça apporte quelque chose de positif, puis de continuer à bonifier nos interactions finalement ensemble. Je pense que c'est toujours gagnant. Mm. Excellent. Et puis, avec l'information qu'on a là, de quelle manière est-ce que vous pensez l'offre de formation peut contribuer à la valorisation des éducatrices et des éducateurs? Ben, en fait, tu sais, on a entendu parce qu'on a cherché hein, à voir si l'impact qu'on souhaitait s'accomplissait sur le terrain. Est-ce qu'on avait réussi, on s'était placé des intentions au départ, puis est-ce qu'on avait réussi à accomplir ça? Puis on a des éducatrices qui disent, ça me donne envie de m'améliorer dans mon travail au quotidien. Ils ont vraiment apprécié ces espaces d'échange et de partage. Donc, elles ont dit, ben ça m'aide à développer d'autres stratégies. Je veux améliorer ma pratique comme intervenante. On a vu aussi qu'il y avait tout un besoin d'approche écosystémique. Hein? C'est plus grand que juste moi comme travailleuse et que ça a ajouté à la responsabilité de chacune d'elles, puis ça a contribué certainement à la valorisation dans leur rôle. Oui, absolument, hein. Avec l'appartenance, on en parle tout le temps, petite enfance. Monsieur Vaillancourt, vous avez des points à faire là-dessus? Oui, bien, nous, de notre côté, on s'est vraiment posé la question, quand on parle de construction identitaire, en quoi ça amène justement la valorisation de la profession? Puis on s'est dit finalement que il y a une expertise unique à développer quand on est intervenant professionnel de la petite enfance francophone dans un service francophone. Il faut mettre l'accent là-dessus, puisque c'est une caractéristique qui est essentielle aux gens qui, justement s'assurent qu'on ait des services en français de haute qualité dans nos communautés. Puis, ça, on a été capable aussi de le chercher, d'aller le chercher par des témoignages des gens qui nous l'ont exprimé. Je pense que c'est super important de prendre le temps d'avoir une discussion puis d'avoir justement des conversations avec les gens pour pouvoir aller chercher tout ce qui se passe dans leur tête quand on parle de construction identitaire, autant au niveau personnel que professionnel, parce qu'on ne peut pas diviser les deux. Je pense que on est qui on est et on est qui on est avec nos interventions. Donc, je pense dans ce sens-là, ça permet toujours de nous questionner sur ces deux facettes-là là, de Oui, notre développement. un bon point. Merci pour le partage. On aimerait aussi Je- savoir comment est-ce qu'on peut évaluer les retombées de formation d'envergure nationale sur les milieux de garde et le personnel éducateur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Madame Varin? Ben, on a, d'une part, on est allé à leur rencontre pour discuter avec elles des compétences clés qu'elles avaient acquéries dans le cadre de ces formations-là qui étaient offertes. Il y avait, au début de la formation, on fait toujours un pré-test hein, pour voir où est-ce qu'on se situe dans nos apprentissages à l'égard du sujet de la formation. Puis, à la fin de la journée, on fait un post-test qui nous permet de voir déjà un déplacement dans les connaissances qu'elles ont acquises lors des formations. Ensuite, chaque formateur avait aussi comme rôle de recueillir des données de chacune de ces formations-là. Alors, on a une banque inédite de données. On a commencé, ça nous a permis à commencer de développer certains outils à partir de ces données-là. Puis ça leur revient. Donc, par exemple, quand on a fait les formations web, ben, on construisait ensemble avec elles. Tu sais, il y avait une première formation d'1 heure et demie. On se Mhm. revoyait une semaine plus tard avec une autre heure et demie. Puis on faisait une construction
avec elles des apprentissages et des discussions qu'on avait. Donc ça leur était retourné. Donc, autant ça contribue ça aussi à la valorisation, mais en même temps, on continue de s'enrichir avec ça. Alors, je vous avouerai qu'on espère pouvoir avoir l'occasion de replonger dans cette banque de données. Richard a eu la chance de venir plonger avec nous là-dedans, puis on s'est dit, mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on peut faire à partir de toutes ces données-là qu'on a recueillies. Donc, on a pu en faire un bout. On espère pouvoir continuer qu'on aura la chance d'y retourner. Oui, excellent, je le souhaite bien. Oui, excellent. Monsieur Vaillancourt, de votre côté, comment est-ce Oui, qu'on évalue les retombées de ouais, ces ben nous, formations-là? Oui. Ben, nous, de notre côté, on se fie beaucoup. Ben oui, il y a des données, là, je veux dire, quantitatives qu'on doit nécessairement générer pour voir des fois, bon, l'ampleur de certaines dimensions du projet. Mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est de recueillir, on l'a vu au cours du projet, de recueillir des citations, recueillir ce que les gens avaient le goût de nous partager. Quand un intervenant nous dit, ben, j'ai le goût de partager ma passion pour la francophonie dans mon travail, ça parle beaucoup. Et donc, c'est vraiment dans cette dimension-là qu'on s'inscrit. Et puis, je pense qu'on bénéficie également, ou je dirais qu'on prend toutes les opportunités d'échange dans les espaces qu'on crée entre nous au niveau des rencontres qu'on a pu avoir au niveau national pour finalement aller toujours sonder le terrain, d'aller recueillir des perles incroyables qui sont partagées par les intervenants qui font partie du réseau. Donc, je pense que dans le fond, c'est d'être à l'écoute de façon continue à ce qui se vit en cours de projet. Et puis ça, je pense que ça amène aussi une autre dimension dans la relation aussi qu'on peut avoir dans l'accompagnement qu'on peut donner par la suite aux gens. Mais oui, je pense que c'est d'aller chercher ce qui se passe du point de vue personnel, mais aussi de permettre aux gens de l'exprimer dans leurs mots. Je pense que c'est la clé. Bien, excellent. C'est ça ici qui met fin à notre 7e séance virtuelle. Merci énormément à vous deux pour ce partage généreux et pour votre participation aujourd'hui. Ce fut vraiment agréable là, de découvrir vos initiatives, vraiment. Nous aurons maintenant pour tout le monde là, une pause d'une quinzaine de minutes avant la prochaine séance qui s'intitule Plein feu sur la reconnaissance des acquis et les programmes accélérés à l'île du Prince-Édouard et en Ontario, qui débutera à 13h30. Revenez-nous pour découvrir les prochaines initiatives. C'est facile, vous pouvez vous connecter au même lien Zoom que celui-ci. C'est juste à noter là, que toutes les séances vont être enregistrées et ils seront disponibles dans les jours suivants de chacune des séances sur la page web Plein feu sur les projets qui est indiquée dans le clavardage. Dans quelques instants, vous allez être déconnecté du webinaire, mais on se retrouve dans quelques minutes sur ce même lien. Merci d'avoir été parmi nous et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout de suite.